Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF Sarthe pour ce numéro spécial de l'Instant Culture consacré au Salon Faites Lire 2024 au Mans. Pour celles et ceux qui l'ont manqué, c'était le week-end dernier, les 5 et 6 octobre, place de la République et place des Jacobins. La rédaction de RCF Sarthe, Paul-Joseph Bouladou, Agnès Milo et Sébastien Drance se sont mobilisés pour vous proposer aujourd'hui des rencontres avec une sélection d'auteurs présents sur place. On démarre avec une figure bien connue du grand public, Jacques Pradel, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand spécialiste du fait divers en France. Une de ses enquêtes les plus connues commence au large de Marseille, mais concerne un célèbre Sartois. Paul-Joseph Bouladou a interrogé Jacques Pradel sur Antoine de Saint-Exupéry, l'ultime secret, qu'il a coécrit en 2008 avec Luc Vanrel. Alors, l'aventure de Luc Vanrel commence le jour où un marin pêcheur, qui s'appelle Jean-Claude Bianco, en 1998, découvre dans ses filets une gourmette, il la nettoie un peu et il y a marqué Saint-Exupéry, Consuelo, le prénom de son épouse, et le nom de ses éditeurs new-yorkais. Et c'est un bijou qui a été offert, donc c'est pas un faux, c'est pas... Voilà, parce que des gens... Très très rapidement, on dit oui, mais c'est un faux, etc. Et le pêcheur en question, il a beaucoup souffert de ça. Sauf que Luc Vanrel, lui, plongeur professionnel, quand il apprend où le marin pêcheur a trouvé la gourmette, il percute tout de suite parce que lui, à cet endroit-là, il connaît à 87 mètres de profondeur un lieu où il sait qu'il y a des débris d'avion. Mais il n'a jamais fait le rapport spécialement avec Saint-Exupéry. Bon, alors à partir de là, il replonge sur place, il fait des photos, et c'est le début d'une enquête qui a duré 7 ans, et dont moi je suis au courant au fil des jours, parce que je connais Luc Vanrel, et que je plonge souvent avec lui. Au bout de 7 ans, il s'avère que les morceaux d'avion qu'a trouvé Luc Vanrel sont des morceaux de Lightning P-38 que Saint-Exupéry pilotait quand il a disparu lors de sa dernière mission, un Lightning P-38, mais encore fallait-il sortir les morceaux de l'eau, les examiner, parce que c'est pas un avion complet qu'il a trouvé, dont un bout du train d'atterrissage. Et grâce à une association qui s'appelle Aérorelique, ces débris ramenés à la surface ont été examinés et on a trouvé à l'intérieur d'un des éléments du train d'atterrissage un numéro de série qui correspondait à l'usine Lockheed, à l'avion qui a été confié à Saint-Exupéry. Donc l'affaire était bouclée et les débris sont partis au musée de l'air de l'espace du Bourget. À partir de là, moi je travaille à l'époque à la radio Europe 1. Et je suis au courant de tout ça, bien sûr, par Luc. Bon. Et je l'invite, le jour où le communiqué officiel des autorités françaises dit « On a retrouvé l'épave de l'avion de Saint-Ex », je le fais venir. Je fais venir le pêcheur, Jean-Claude Bianco, il me raconte. Je fais venir les gens de la Comex et d'une autre société qui ont prêté leurs appareils pour sortir les débris de l'eau. Et je bois un verre au bistrot après l'émission avec Luc. Et là, il me dit, tu sais, j'ai pas voulu dire ce matin dans l'émission, mais en fait, lors de ma dernière plongée, avant qu'on remonte tous les débris, j'ai trouvé sur le site aussi des débris d'avions allemands. Je lui dis, mais attends, c'est formidable. Tu as peut-être résolu tout le mystère de la mort de Saint-Ex. Bon, on imagine un combat aérien. Et je dis à Luc, il faut que tu continues maintenant ton enquête. Et là, Luc me dit, écoute, moi je suis fatigué, ça fait 7 ans que ça dure. Et en signe de défi, comme ça, il me dit, à moins que tu te joignes à nous. J'ai dit, bon, allez, banco, on le fait. Mais j'ai été inclus dans l'équipe qui a accompagné les recherches en Allemagne, on va dire ça, voilà. Et j'étais un peu l'écrivain public de la chose. Et les archives allemandes qu'on a retrouvées à l'époque ont montré que l'avion allemand, dont les débris ont été retrouvés sous celui de Saint-Ex, avait été abattu 1 an avant, donc c'était le hasard total, il n'y avait pas eu de combat aérien, Et la suite des recherches s'est focalisée sur des associations d'anciens pilotes de la Luftwaffe survivants à la Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs, et on a recherché les pilotes qui étaient basés du côté de Marseille. Et il se trouve que, ce serait vraiment très long à raconter, mais on aboutit à un monsieur qui s'appelle Horst Rippert, qui n'a plus jamais touché un manche d'avion dès qu'il a été démobilisé,
et qui savait depuis les jours qui ont suivi le 31 juillet que dans l'avion qu'il avait abattu ce jour-là, c'était certainement Syntex qui pilotait. Et il a vécu avec ce poids et cette culpabilité pendant toutes ces années. On l'a appelé à un moment où toutes les télévisions du monde avaient déjà fait des sujets sur le fait qu'on avait trouvé à Marseille l'avion de Syntex. Et quand notre collaborateur l'appelle, il ne le laisse pas parler, il dit « cherchez plus, c'est moi ». Et après on le rencontre, après on vérifie point par point tout ce qu'il raconte sur le truc et on aboutit à la conclusion que c'est vraiment l'homme qui a abattu Saint-Exupéry. Voilà. Et donc on l'interviewe, son interview passe à la télé allemande, etc. Là, le livre reparaît sous forme de poche depuis 2 mois, depuis le mois de juillet dernier. Et on a fait un petit chapitre supplémentaire avec Luc Vanrel qui s'appelle « Complément d'enquête », où on montre que ce qu'on disait en 2008 s'est avéré exact parce qu'entre-temps, on a retrouvé des archives qui justifient à 100% les propos du pilote allemand. Vous n'avez pas volé votre réputation, merci Jacques Pradel. Merci beaucoup. Dorothée Oliéric, reporter de guerre à France Télévisions, était aussi présente au salon. Elle y dédicaçait son dernier livre, Maman s'en va en guerre, dans lequel elle raconte son quotidien, ses rencontres et ses reportages dans des pays en conflit. Une question de passion, comme elle l'explique au micro de Sébastien Drance. Je suis pas une tête brûlée. J'aime vraiment être dans ces pays-là, mais le moment que je préfère n'est pas celui où il y a les balles qui sifflent à mes oreilles ou des obus qui passent au-dessus de ma tête. On sait comment réagir, on sait essayer de se protéger, se mettre à l'abri quand il faut, mais forcément, il y a des moments qui sont compliqués. Donc on risque sa vie, c'est indéniable. Mais tous les autres moments où on raconte les histoires des gens, où on raconte la mobilisation, où on raconte les combats, où on raconte l'aide humanitaire, eh bien, c'est des moments qui sont plus calmes. Et raconter une guerre, c'est être sur la ligne de front, mais pas seulement. Pour le vivre au plus près, pour pouvoir le raconter, pour témoigner. J'aime pas la guerre, au contraire, la guerre je déteste. Mais j'aime être dans des pays en guerre parce que tous les sentiments sont exacerbés. Il y a plus de solidarité, d'amitié, de courage, aussi plus d'horreur. Mais on rencontre des gens absolument extraordinaires. Donc moi j'y vais pour les gens, j'y vais pour raconter la résistance. Par exemple en Ukraine, ceux qui vont se battre pour résister. J'y vais pour témoigner quand peu de journalistes se déplacent. Par exemple au Rwanda, il y a longtemps pour le génocide. Et je me dis, il faut être là où l'histoire s'écrit, là où l'histoire est en marche. Parce que si nous, on n'y va pas, qui ira ? Finalement, c'est terrible quand même de voir des gens en permanence, à longueur d'années de carrière, des gens qui souffrent. Alors il faut être équilibré pour pouvoir un peu encaisser tous les malheurs du monde, parce que j'ai vu, je pense, les pires horreurs depuis que j'ai commencé ce métier. Mais on est porté par l'envie, effectivement, de raconter, de témoigner, qui est l'essence du métier de journaliste, de grand reporter. Donc il faut se blinder un peu, mais le jour où je ne serai pas touchée par la mort des civils, il faudra que je change de métier, parce qu'on ne s'habitue jamais à ça. On ne se blinde pas. Non, bien sûr que non. Ça fait 30 ans que je suis sur tous les terrains de guerre et j'ai la même émotion en arrivant, la même émotion en partant, en laissant les gens, que ce soit les militaires qu'on a rencontrés, que ce soit les civils, les humanitaires. Il y a beaucoup de larmes. Et le jour où on n'est plus touché, où on fait ça froidement, je pense qu'il faut changer de métier. Un petit mot sur le précaré français qui semble se rétrécir de jour en jour. Des pays qui étaient des colonies, comme on a dit, des protectorats, quel que soit le terme, et dont on est chassé depuis quelques années et qui retombent dans une forme soit de dictature, soit de guerre. Quel regard vous portez sur ces situations-là ? Vous pensez forcément au Mali. J'étais en 2013 à l'arrivée des premières troupes françaises dans le cadre de l'opération Serval, à la demande du président malien. François Hollande avait envoyé des troupes françaises. Le travail a été extrêmement efficace puisque la colonne de djihadistes qui descendait sur Bamako a été stoppée. Et j'ai vu effectivement monter le sentiment anti-français, la critique, l'incompréhension. Il n'y a peut-être pas eu assez de dialogue avec toutes les Touaregs, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est juste un échec de cette opération française. Alors, mais maintenant qu'on est parti, on ne l'a pas souhaité, mais on a vraiment été littéralement dégagé de ce pays, et du Niger après, et d'autres pays en Afrique. Aujourd'hui, on voit Wagner qui prend la place, les massacres qui se multiplient à très grande échelle, sans témoins,
avec très très peu d'informations. Donc on est parti, on n'a pas réussi, mais ceux qui arrivent derrière ne portent pas les mêmes valeurs de démocratie, de paix, et je suis très inquiète pour tous ces pays-là. Que faudrait-il faire pour arrêter la guerre ? Eh bien, pour qu'il y ait moins de conflits déjà, il faut mettre plus de femmes au pouvoir. Et franchement, le jour où il y aura plus de femmes présidentes que d'hommes présidents, je pense qu'il y aura moins de guerre. Franchement, on est moins guerrières, fondamentalement. On est prêt à tout, plus que les hommes, pour parler de la paix, pour arriver à une solution pacifique. Je le pense vraiment, et c'est pas un discours féministe, c'est un discours... à force de fréquenter effectivement tous ces hommes et de ces armées et ces rebelles qui sont portés par des haines qui empêchent souvent toute négociation politique, hélas. Je suis pour les discussions à tout niveau, entre toutes les parties. Il ne faut pas fermer les yeux sur un camp et privilégier à tout prix un autre. Chaque camp est soutenu par des populations. Il faut parler, échanger, dialoguer pour trouver une solution. Et il faut informer. Est-ce qu'il y a assez d'informations dans les médias, et les médias français en particulier, sur l'actualité internationale ? Alors oui, je pense que l'information est relayée, on est très nombreux sur le terrain. On ne se contente pas d'avoir effectivement les informations des locaux, comme il y a à Gaza par exemple, on n'a pas le choix. À Gaza, ce sont les journalistes palestiniens qui nous envoient les images, ou des youtubeurs, ou des jeunes. Donc nous, notre métier, le reportage n'est pas mort, le grand reportage n'est pas mort, le reportage de guerre a son utilité aujourd'hui plus que jamais, pour contrer les fake news, pour contrer les contre-vérités et donner effectivement l'image réelle de ce qui se passe. Donc on a notre place sur le terrain plus que jamais. Ce salon Faites lire a aussi donné la part belle au genre New Romance et aux romans centrés sur la famille ou les émotions. Agnès Milot est allée à la rencontre d'une écrivaine qui questionne les notions d'absence et de maternité. Bonjour Cynthia Kafka. Bonjour. Vous êtes l'auteur du roman Pour qu'elle revienne, qui est paru aux éditions Charleston. Alors c'est l'histoire de Margot qui part à la recherche de sa mère qui a disparu 15 ans plus tôt. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le scénario, Cynthia ? Alors c'est un scénario que j'ai construit entièrement autour des disparitions volontaires, qui est un sujet qui me fascine. Et c'était qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui disparaît volontairement de sa vie, d'un côté, et de l'autre côté, et comment réagissent et comment peuvent vivre les gens dont une mère, une sœur, une femme a disparu volontairement. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre ? Alors c'est vraiment des années de questionnement sur qu'est-ce qui se passe quand on disparaît volontairement de sa vie au départ. C'était quelque chose que j'avais vécu dans l'adolescence, une collègue de ma maman qui avait disparu volontairement pendant quelques mois de sa vie et qui était revenue et donc qui crée plein de questionnements comme ça. Et puis un jour je me suis dit j'ai envie de faire plus de recherches et puis de continuer à aller un petit peu plus loin et d'avoir moi des réponses. C'est un thème que vous abordez quand même avec une certaine légèreté, ou au fil des pages, il y a que cette gravité, ce questionnement profond qui reste et qui alourdit un petit peu le récit, ou pas tant que ça ? Non, alors j'ai vraiment pris le parti de mettre le sujet grave, parce qu'il y a quelque chose de grave, et de le mettre vraiment en exergue, mais à côté de ça, d'être dans un cadre idyllique avec la Corse comme paysage, avec deux amis de longue date qui se connaissent depuis toujours, avec cette petite histoire peut-être d'amour sous-jacente, en tout cas de grande amitié, qui fait qu'on a quand même à côté de ça la légèreté. On parle bien sûr de disparition, mais au fond c'est une quête familiale quelque part, à partir à la recherche de sa mère. Ce thème de la famille, on le retrouve beaucoup. Quelle place est-ce que vous avez envie de lui accorder dans ce livre-là et par rapport à vos autres œuvres ? Il est primordial dans absolument toutes mes œuvres, et je pense qu'il est vraiment très très important aussi dans celui-là. C'est comment on se construit avec une absence à la place du repère maternel, et comment en fait les autres personnes dans la famille peuvent prendre la place de l'absent. Quelle place on donne sur toute sa vie, comment on se construit nous et soi-même par rapport à sa famille, qu'elle soit présente ou qu'elle soit absente. C'est une question de résilience en fait, si je vous suis bien. Oui, tout à fait, et je crois que c'est aussi primordial dans chacun de mes romans. Je pense qu'on a tous en nous une force de résilience qui nous est complètement insoupçonnée et qu'on découvre vraiment quand on fait face à des écueils dans la vie. Et donc voilà, chacun de mes personnages y fait face de façon différente, mais réussit toujours, en tout cas avec l'aide de l'entourage, à aller vers la lumière.
L'idée sous-jacente derrière, c'est quoi? C'est que vos lecteurs, vos lectrices arrivent à s'y reconnaître et à eux aussi peut-être sentir que ça fait écho à ce qu'ils ont pu vivre ou ce qu'ils vivent? Alors, je l'espère, mais malheureusement, je pense pas du tout à personne quand j'écris, si ce n'est aux questions que je me pose et aux personnages. Et après, voilà, une fois que c'est entre les mains des lecteurs, oui, je découvre qu'en général, ils arrivent à s'identifier et que même s'ils n'ont pas vécu ce que mes personnages vivent, il y a toujours des choses qui sont universelles. Qu'est-ce qui ressort des échanges que vous avez pu avoir avec les lecteurs, les lectrices, toutes ces personnes qui sont venues faire dédicacer ce roman? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous le tendent? Alors on rigole beaucoup d'abord parce qu'on oublie un petit peu le roman, mais c'est vrai que pour celui-là particulièrement, c'est un univers que j'ai voulu, peut-être une thématique que j'ai voulu un petit peu différente, qu'on retrouve pas beaucoup dans d'autres romans, et donc ils sont un peu, il y a un peu cette surprise. Et puis il y a les rebondissements et les choses, enfin voilà, toutes les interprétations qu'ils ont pu avoir et qui tombent à l'eau, ou au contraire des fois on a réussi à viser juste, mais ils retiennent beaucoup l'émotion et le paysage de la Corse aussi, et puis ce personnage de Margot qui est vraiment au cœur de tout et qui a vraiment un personnage qui leur fait du bien et qui leur fait ressentir des émotions. Le personnage de Margot, il y a vraiment cette humanité qu'on sent au fil des pages. Comment est-ce que vous l'avez construit? Autrement dit, comment est-ce que vous lui avez donné naissance à Margot? Parce que c'est bien d'avoir des personnages qui portent un récit, mais il faut arriver à leur donner de l'épaisseur. Alors je pense qu'on prend un peu des exemples autour de soi pour créer vraiment un personnage, mais je crois que ce personnage, en fait, il prend de la consistance au fur et à mesure qu'on écrit le manuscrit. C'est-à-dire que Margot, je l'avais imaginé, j'avais posé, je sais par exemple plein de choses qui ne sont jamais dites dans le roman, mais avant d'écrire, je me prends le temps de savoir par exemple si Margot préfère les dragibus roses ou les dragibus bleus. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et je crois qu'à la fin, quand j'ai fini, ça y est, je connais vraiment ce personnage, et là je repars en arrière en disant attention, non là je l'avais mis comme ça, mais elle réagit pas du tout comme ça, Margot. Et là ça devient des personnages à part entière, et c'est là où c'est bien difficile de les quitter. Et en général, quand j'ai vraiment du mal à quitter mes personnages, c'est que ça y est, ils sont assez complets. Merci beaucoup Cynthia Kafka, vous êtes, on le rappelle, auteure, vous avez signé entre autres votre dernier roman Pour qu'elle revienne aux éditions Charleston. À bientôt. Merci, à bientôt. Place désormais à la littérature pour les jeunes, avec un auteur basé à La Ferté-Bernard. Ancien journaliste au Maine Libre, Loïc Leborgne a déjà publié un grand nombre de romans. Interrogé par Sébastien Drance, il nous présente son dernier ouvrage. Mon nouvel ouvrage, c'est un livre pour adolescents, à partir de 11 ans à peu près, qui s'intitule La fille au sans visage. Ça se passe dans un avenir assez lointain, mais ça parle bien de problèmes qui existent déjà dans notre société. C'est ce que j'essaie toujours de faire. Cette fille, donc, elle peut changer de visage tous les matins, comme toute la population. Et un peu comme on peut le faire déjà sur les réseaux, en privilégiant les meilleures photos, etc., ou voire en trafiquant les photos. Donc elle change d'identité et de visage tous les matins, et elle ne sait plus finalement qui elle est. Et elle va tomber sur un garçon qui lui refuse ce système, qui garde son vrai visage tout le temps. Et elle va être fascinée par cela, puisqu'elle peut lire ses émotions telles qu'elles sont réellement. Ça s'adresse à des jeunes? Oui, alors il n'y a pas de limite d'âge, mais c'est plutôt à partir de 11 ans, un public plutôt collège. Au moment justement où on va avoir le portable et les réseaux, on va vouloir se donner une image. Quand on est, comme ils disent, BG, beau gosse, aucun souci, mais il y a beaucoup d'adolescents qui souffrent de cela. Et je voulais aussi évoquer ce problème dans ce livre. Pour écrire des livres pour les jeunes, les ados, il faut être en immersion dans cet environnement. Comment faites-vous pour savoir les sujets qui vont intéresser vos lecteurs et comment leur parler ? Il ne faut pas avoir oublié son adolescence, voilà. Donc je pense avoir gardé ça un petit peu en moi, comme la plupart des auteurs jeunesse, je pense. Par ailleurs, j'essaie de rester beaucoup en contact avec des gens de cet âge. Pour la série Les Loups, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec mes filles, qui avaient à peu près l'âge des personnages et qui ont grandi avec les personnages au fil des tomes. Donc il suffisait de les observer, de regarder leurs activités, leurs préoccupations. Mais je continue à travailler avec des plus jeunes et je garde contact comme ça, c'est des amis de mes filles par exemple, avec des gens qui ont envie de travailler avec moi et qui sont très contents quand le livre sort ensuite. Qu'est-ce qui vous plaît dans la rédaction d'ouvrages pour les jeunes plutôt que pour d'autres tranches d'âge ? Alors j'ai effectivement écrit un tout petit peu pour les plus âgés, mais c'est vrai que cette tranche d'âge est vraiment intéressante parce que c'est là où ils vont basculer de l'enfance à un âge intermédiaire avant d'être adultes. Donc les loups justement, ça évoque toute cette adolescence de 14 à 18 ans. Et c'est une période où on découvre beaucoup de choses, on se transforme, on se forge des opinions.
Et puis aussi, c'est un public qui adore l'aventure, qui est prêt aussi à admettre des choses peut-être un peu fantastiques. Il y a toujours une explication, moi, hein, c'est pas de la magie, mais c'est quand même des mystères à résoudre, etc. Donc c'est un âge, parce que je me souviens aussi que j'adorais ce genre d'histoire, hein, donc j'essaye d'écrire ce que moi j'aurais aimé trouver aussi à l'époque, ou que j'ai trouvé d'ailleurs. On s'inspire de ce qu'on a lu plus jeune. Vos filles sont vos premières lectrices. Est-ce que vous soumettez les manuscrits avant d'envoyer chez l'éditeur ? Oui, soit à mes filles, donc soit à d'autres jeunes qu'elles connaissent. Oui, c'est les premières lectrices. Et non seulement c'est les premières lectrices, mais elles me donnent aussi des idées de romans. Les Loups à la base, donc c'est un roman avec des scouts. Elles étaient dans le scoutisme, elles viennent d'arrêter là, en raison de leur âge. Moi j'avais été scout il y a longtemps. Donc elles m'ont suggéré pourquoi pas écrire des histoires, et elles me donnent parfois des idées pour écrire même. Il y a une série pour enfants qui n'est plus sur le marché qui s'appelle Le Club des Chevaux Magiques. Et toutes les idées principales, eh bien, c'était mes filles. Hein. Et c'est la série qui a le mieux marché pour l'instant, donc je les écoute. Aujourd'hui, vous écrivez des romans. Il y a quelques années, vous écriviez des articles. Vous étiez journaliste pour le Maine Libre à La Ferté-Bernard, à Mamers. C'est pas du tout le même exercice ? Alors oui, j'ai écrit à peu près 7000 articles, hein, j'ai compté dans ces deux villes. C'est vrai que non, on peut pas inventer quand on est journaliste, hein, et c'est ce qui me manquait. Et donc c'est pendant mes RTT, pendant mes week-ends, que j'ai commencé à écrire vraiment des romans. J'avais déjà écrit des petites nouvelles, des petites choses comme ça, parce que là, je pouvais m'évader. Le vrai journaliste, il n'invente pas, il est là pour reproduire une réalité. Mais c'est resté quand même dans mes récits. Il y a beau avoir un peu d'imaginaire, parfois de semblant de fantastique. La réalité est toujours très importante. Pour terminer peut-être cet entretien, vous êtes en train de mettre une dernière touche à votre prochain ouvrage. Parlez-nous-en. Alors il est terminé et il se déroule en Sarthe. Alors c'est assez rare, c'est le deuxième que j'écris en Sarthe. Donc c'est un jeune qui m'a contacté en me disant, un ami de mes filles, j'aimerais qu'on parle du milieu agricole. Or, à La Ferté-Bernard, on est au milieu du milieu agricole. J'y connaissais rien. Et pendant 1 an, je suis allé en immersion dans sa ferme. Il m'a tout expliqué. Et c'est une histoire pour adolescents qui se déroule dans le milieu agricole actuel. C'est aussi une occasion de parler de ce travail, de ce métier où c'est un travail dur et ils sont passionnés. Mais c'est aussi une aventure. Ça s'appellera Coupés du monde parce qu'ils vont se retrouver isolés dans une petite partie de la Sarthe, dans le nord de la Sarthe, avec la ferme au milieu et les vaches. Et il va falloir se débrouiller. Voilà, donc il est terminé et j'espère qu'il sortira en 2025. Et on termine cette émission avec Paul-Joseph Bouladou. Son invité a écrit un livre sur une partie méconnue de la Seconde Guerre mondiale. François-Guillaume Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef pour l'hebdomadaire Le Point. Vous venez de publier « Il fallait bien les aider » chez Flammarion. C'est un livre consacré aux justes, ces personnes dont il a été reconnu qu'elles ont aidé des juifs gratuitement et en risquant leur vie pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah. Le livre donc part d'un sujet qui est proposé au Point, mais l'histoire de la famille Herzbaum vous emmène très rapidement ici en Sarthe. Oui, en fait, c'est parti d'un reportage où je viens à Beaufay, dans la Sarthe, pour une cérémonie. Je découvre qu'il y a donc chaque année une vingtaine de cérémonies de remise de médailles des justes, et qu'il y a encore des gens dans la Sarthe, mais ailleurs, qui font un travail d'historien pour constituer ces dossiers pour que les personnes qui sont maintenant décédés, soient reconnus à titre posthume. Moi, je pensais très naïvement que les justes étaient entrés à titre collectif au Panthéon en 2007. Je découvre aussi qu'il y a donc ces gens-là, ces bénévoles, ce que j'appelle une chaîne de mémoire, des maillons. Et là, je me dis, tiens, il y a quelque chose de très frappant et assez vertigineux, c'est que aujourd'hui, il y a une chaîne de mémoire comme il y avait eu, il y a 80 ans, une chaîne d'entraide. Et je me dis, là, il y a quelque chose de très fort où le passé est encore extrêmement vivace. Aujourd'hui, il est plus que commémoré, plus que célébré. Il est travaillé, fouillé, reconnu. Et donc, voilà, c'est vraiment le livre est né en Sarthe avec cette cérémonie. Et les Herzbaum, alors pour vous donner un exemple très concret, les Herzbaum, en fait, c'était déjà la deuxième personne qui les sauvait. Eux, ils ont des amis tailleurs qui sont déjà partis dans la Sarthe et qui leur font savoir que, à Beaufay, dans les environs, on peut se cacher, on peut trouver des pensions, on peut trouver. Et donc, de fil en aiguille, ils s'y retrouvent, sachant que le père de famille Herzbaum s'est déjà évadé d'un camp de concentration. Et là, ils vont, sous un faux nom, se trouver à Beaufay. Puis, 6 mois après, lui va être arrêté, la mère, qui a un statut un peu différent, reste à Beaufay
avec ses enfants, mais la deuxième rafle, et elle leur dit, au moment où les Allemands arrivent, à ses gosses, passer par la fenêtre et aller voir Léontine Brachy. Léontine Brachy, c'est quelqu'un... Bon, ils ont eu des contacts, évidemment, avec la population. Et elle se dit que peut-être cette dame va avoir le cœur assez gros pour... C'est un gros risque qu'elle prend, la mère. Bien sûr, parce que c'est interdit. Ils ont été dénoncés par une lettre. Ils ont été eux-mêmes déjà dénoncés. J'ai retrouvé la lettre avec Yves Moreau qui m'a aidé, avec Marie-Aimée Hide qui m'a aidé également pour faire ce chapitre. Et elle les balade, elle les cache d'abord, et puis elle se charge aussi de trouver d'autres caches parce qu'elle se dit il faut les changer de lieu. Et elle a vu sans doute souffrir dans la détresse cette mère de famille, ses enfants, qui connaît beaucoup de monde, qui sait qu'elle peut aider. Et elle se dit c'est possible. Sans doute, elle a évalué la situation, elle a mesuré les risques aussi, elle les prend quand même, il y en a toujours. Et puis, c'est ça qui est assez fort, c'est-à-dire que ce sont des initiatives individuelles, isolées, qui font faire dérailler toute une administration, en fait, tout un collectif, tout un pouvoir, toute une machine. C'est ce qui enraye la machine. Voilà. Et vous retrouvez à Jérusalem, à l'Institut Yad Vashem, où je suis allé, où je raconte dans l'épilogue, le mur des justes, qui est immense dans le jardin. J'ai pas compris au départ, il y a un train de la Deutsche Bahn, un train de déportation, qui tombe dans le vide. Et puis je me suis dit, mais évidemment, c'est parce que ces justes-là, ils ont fait dérailler d'une certaine manière, ils ont empêché que tous ces justes, dans tous les pays, ça ne vaut pas pour la France simplement, prennent le train de la déportation. Je vous cite dans votre livre, les justes, leur exemple insiste à ne pas céder à l'antenne décliniste, nous encourage à ne pas désespérer de la France. Vous l'avez dit vous-même, l'antisémitisme, qui n'a jamais été absent, mais vraiment a connu une résurgence, les chiffres le prouvent, suite aux attentats du 7 octobre. Comment l'exemple des justes peut vraiment nous aider à ne pas nous laisser aller à la fois dans le déclinisme, à la fois dans l'antisémitisme, le rejet de l'autre? Ça nous fait d'abord nous rappeler qu'il y a donc des milliers de Français qui ont eu le bon geste au bon moment, dans des conditions extrêmement difficiles. Ce sont des gens qui ont ouvert leurs portes, qui ont tendu la main. Quand vous partez, à la fin de votre vie, si vous vous dites que vous avez sauvé une vie, je pense que ça c'est quand même très important. Alors de manière plus religieuse, il y a cette phrase très forte de la Bible qui dit, je crois que c'est Dieu qui dit à Abel, qu'as-tu fait quand la voix de ton frère dans la misère s'est élevée jusqu'à moi? Qu'as-tu fait vis-à-vis de ton frère? Donc il y a quelque chose là d'essentiel. Si vous voulez, c'est s'inscrire dans l'histoire, c'est rappeler que l'histoire, elle peut commencer au tournant, à l'angle de la rue, parce que c'est ça ce qui s'est passé avec eux, et que c'est pas une entité abstraite qui concerne le Proche-Orient, l'Ukraine, mais que elle nous concerne nous tous. Elle peut, et on l'a bien vu au moment des attentats, elle peut surgir à tout moment et qu'il faut avoir la bonne réaction. Merci à vous. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée au Salon du Livre 2024 au Mans. Un grand merci aux auteurs qui se sont arrêtés à notre micro et merci à Agnès Milo, Sébastien Drance et Paul-Joseph Bouladou pour la réalisation de ces interviews. Je vous dis à bientôt sur RCF Sarthe.